Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Giro, pour faire la présentation de l'étape numéro 8. Alors, je vous préviens que j'ai fait cet enregistrement un peu en avance par rapport à d'habitude, pour des raisons d'organisation, tout simplement. Donc, j'enregistre, nous sommes le jeudi 11 mai, il est 14 h, donc il se peut que parmi mes pronostics, on ne sait jamais, des coureurs puissent abandonner d'ici le départ de cette étape. Mais voilà, pour des raisons d'organisation, j'étais obligé d'enregistrer l'étape 7 et l'étape 8 à la suite. Et vous savez que voilà, pour des raisons de connexion internet aussi, je suis obligé de les enregistrer avant l'arrivée de l'étape numéro 6. Donc il se peut que voilà, s'il y a des mecs qui abandonnent à l'étape numéro 6, bah voilà, je ne puisse pas en parler, je ne puisse pas modifier mes favoris pour cette étape-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez en difficulté. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast. L'histoire du sport en une dizaine de minutes, un quart d'heure, notamment dernier épisode sur Jacques Villeneuve. Il y a un épisode notamment sur Philippe Gilbert et sa victoire à Paris-Tours également. Sa première victoire à Paris-Tours, donc n'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur Spotify et puis vous pouvez aller voir TikTok, le débrief rapide de l'étape. Vous pouvez également vous abonner à TikTok, vous avez les liens dans la description de la vidéo ou sur la bannière sur la page d'accueil de la chaîne. L'étape numéro 8, alors finale de l'étape très punchy, très punchy, c'est vraiment une étape moi qui m'intéresse énormément. Moi j'aime bien les étapes de moyenne montagne comme ça, un petit peu vallonnées. Et là il y a des bons gros pourcentages à certains moments, il y a des bons petits murs. Bon, après le parcours risque d'être dangereux et surtout que les conditions climatiques vont pas aider. Mais il va falloir être habile sur son vélo et il va falloir peut-être prendre des risques. On peut peut-être prendre du temps sur cette étape. On peut perdre parfois beaucoup de temps sur une étape de ce type-là. C'est pas une étape qui va être facile à contrôler pour l'équipe du leader. Vraiment, ça va pas être facile de gérer ce type de journée. En plus, c'est une étape qui est quand même longue, 207 km, mais où les difficultés vont se concentrer sur la fin de journée. Donc c'est vraiment une étape très piégeuse. Et puis, en fin de semaine, tout le monde sera un petit peu tendu au départ de cette journée. Le lendemain, c'est le contre-la-montre, donc ça peut aussi provoquer des erreurs de certains coureurs. Et puis, encore une fois, les chutes des derniers jours vont peut-être pas aider également toutes les équipes, mais on peut vraiment surprendre du monde sur cette étape-là. Dénivelé positif, 2815 mètres. C'est la 9e étape la plus dure, mais le dénivelé positif quand même se concentre vraiment sur la dernière partie de journée. On regarde tout de suite la présentation de l'étape. L'étape numéro 8, l'étape du jour. On part de Terni pour aller à Fontainebleau. 207 km de course avec une étape qui ne va pas être si évidente que ça, surtout dans sa dernière partie de parcours. C'est dommage même qu'on n'ait pas un Van Der Poel au départ, ça aurait pu totalement lui convenir, mais on a quand même des coureurs qui peuvent être performants sur ce type d'arrivée. On commence en plus difficilement, quasiment avec une montée qui arrive très vite, au bout de 4-5 km de course. Et puis j'ai même envie de dire que les 4-5 premiers kilomètres seront des routes un petit peu en prise, avec une montée qui n'est pas au classement de la montagne, la montée du Valico della Somma, 4 km 9 à 5,8 de moyenne. Donc les 10 premiers kilomètres sont vraiment en pente, donc il faudra le prendre en compte au moment du départ. Si les coureurs veulent prendre l'échappée, eh bien faire un petit peu, pourquoi pas, de home trainer. Ça redescend ensuite vers le sprint intermédiaire à Foligno qui arrivera au kilomètre 47,5. Est-ce qu'à ce moment-là, on aura une échappée ? Il faut voir, c'est peut-être pas si sûr, donc ça pourrait convenir à certains sprinteurs. Sprint bonification du côté de Sigidio, au kilomètre 96,5, on est encore loin de la mi-journée, on sera encore à 110 km de l'arrivée. Et puis on va redescendre après le Passo della Cegia au kilomètre 108,5. Longue descente qui va nous amener vers ce final de course avec le premier passage au I Cappuccini, côte de 4e
catégorie, c'est au kilomètre 157 le premier passage. 2 km 8 à 7,7 de moyenne. Cette montée de I Cappuccini, on la voit tout de suite. Vous voyez, c'est un véritable mur pendant 1 km, pendant presque 2 km, où ça va être très compliqué. 7,1, 10,8%, 10,2%, 12,4%. Et pour finir, 3,3% au sommet sur les 300 derniers mètres. Mais vous voyez, c'est vraiment une montée très compliquée, vraiment une montée pour puncher. Et puis ensuite on redescend, on passe une première fois sur la ligne d'arrivée et ça va avoir son importance parce que la descente du I Cappuccini elle est très technique, on va y revenir un peu tout à l'heure juste après dans la suite de ce passage de vidéo. Premier passage et seul passage ensuite vers le Monte delle Cezzane. 7,8 km à 6,5 de moyenne, côte de deuxième catégorie qui enchaîne avec près le I Cappuccini. C'est une montée qui n'est pas évidente non plus, avec notamment 2 km au-delà de 10%, 10,7% et 10,3%. Ensuite, ça devient un peu plus facile, mais voilà, la moyenne à 6,6, elle est un petit peu trompeuse parce que vous avez deux replats. Le départ est à 4% seulement et puis ensuite vous avez 1,1%, mais on a notamment 800 derniers mètres à 8,2% et puis ces 2 km là qui sont compliqués, donc ça peut vraiment convenir là encore à des coureurs qui ont des petites qualités de puncher pour tenter de faire la différence. Ensuite on a un petit plat puis une descente qui nous emmène vers Isola del Piano, une nouvelle difficulté du côté de Montefelcino, 800 mètres à 10,9%, un petit radar, on redescend de nouveau pour arriver au I Cappuccini. J'ai peur qu'à l'approche du I Cappuccini, ça soit comme Milan-San Remo avant le Poggio, c'est-à-dire qu'on ait vraiment une grosse bagarre pour aller chercher cette difficulté du I Cappuccini. Il ne faudra pas oublier que juste avant le I Cappuccini, on aura déjà une première difficulté de 700 mètres à 5,4% pendant donc voilà 700 mètres juste avant le I Cappuccini. Donc encore une fois 2 km 8 à 7,8 de moyenne. On regarde la fin de l'étape et vous voyez donc dernier passage au I Cappuccini, vous voyez c'est un petit peu comme le Poggio, hop, et ensuite on tourne et on a la montée du I Cappuccini. Et surtout, il faudra faire attention avec la descente du I Cappuccini qui va être très compliquée. Donc voilà, on arrivera de par là. C'est pas la route en pointillé qu'il faut regarder, c'est la route en rose fixe pour voir le final de l'étape. Donc ça va être compliqué avec à partir de 4 km de l'arrivée jusqu'à 1,6. Vous voyez cet enchaînement d'épingles, donc comme la descente du Poggio, ça va être une descente très rapide avec énormément d'épingles, donc il faudra faire très très attention dans ces portions-là avec ce pif-paf, ce grand virage encore là, mais beaucoup d'épingles qui vont être difficiles à gérer. On rentre ensuite dans le dernier kilomètre avec une courbe sur la gauche, assez ouverte quand même, donc je pense qu'on pourra passer avec un petit peu de vitesse pour arriver sur la ligne droite finale. D'indication de l'organisation, la dernière ligne droite fait 700 mètres avec 7 mètres de large et la descente s'arrête à 1600 mètres de l'arrivée. Donc vous voyez sur cette dernière épingle, on est à 1600 mètres de l'arrivée précisément. Eh bien, je crois que vous savez tout sur cette étape. On regarde tout de suite la portion histoire de cette journée. Du côté de la rubrique histoire, on va regarder le Giro 2009 avec l'étape numéro 16. À l'époque, on passait déjà au Monte Cezzane comme aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas le Cappuccini. Mais le final de cette journée était beaucoup plus difficile avec un enchaînement de cols assez extraordinaire. Monte Nerone, Monte Catria et l'arrivée au Monte Petrano, une étape longue de 236 km au programme de la journée et au classement général. Eh bien, Menchov est en tête, mais avec 34 secondes d'avance sur Danilo Di Luca, ça peut donc être très serré pour cette étape. On est parti pour 7 heures de vélo pour une étape très très longue. Alors pourquoi on avait fait une étape aussi difficile sur le Giro 2009, du souvenir que j'ai, le Giro 2009, c'était pour fêter les 150 ans de la réunification de l'Italie. Donc on avait eu un parcours un petit peu particulier et c'était... Alors je crois me rappeler que c'était ça, je vais vérifier quand même tout de suite.
du côté de cette course qui était assez extraordinaire cette année-là. Il y avait vraiment et c'était le centenaire du Tour d'Italie. Voilà, c'était le centenaire aussi du Tour d'Italie. Je me souviens je crois qu'il y avait les 150 ans de la réunification de l'Italie, avec notamment la Savoie, et le centenaire du Tour d'Italie. On avait eu un parcours extrêmement difficile avec des étapes extrêmement longues parce que cette étape-là n'était pas la plus longue. On avait une étape de 244 km, l'étape de Meerhofen 242 km. On avait un contre-la-montre de 62 km en milieu de parcours. Et il y avait également une autre étape de 250 km. C'était vraiment un Giro extrêmement compliqué à gérer pour les différents coureurs. C'était, je pense, l'un des Giros les plus durs, l'un des grands tours les plus durs de l'histoire de ces 20 dernières années, de ces Giros contemporains, de ces grands tours contemporains. C'était vraiment presque parfois du n'importe quoi au niveau du parcours. Bon, on revient à nos moutons, on est parti pour 7 heures de vélo et l'échappée se dessine rapidement avec de nombreux coureurs. On retrouve des concurrents classés au général avec Popovic et Cuneo, mais ils sont quand même 14e et 15e, donc ils ont 9 minutes de retard. Ils sont accompagnés par Renaud Dion d'AG2R La Mondiale, Francesco Bellotti de la Barlow World, où nous avons Mathieu Sprigg de la B-Box Bouygues Telecom, Arnold Jansson, David Lopez Garcia de la Caisse d'Épargne, André Gomes de Fuji Serveto, Kjell Karström de la Liquigas, Gabriele Bosisio de la LPR Break, Dario Cataldo du côté de Quickstep, Mauricio Ardilla et Martin Tadilinghi du côté de la Rabobank, Michele Scarponi et Francesco De Bonis de Sermonti PVC Liquid Giovanni, Pavel Brut de la team Katusha, Jens Voigt de la Saxo Bank, Delio Fernandez de Jacobeo Galicia, et puis enfin Tom Danielson et Bradley Wiggins de la Garmin Slipstream. On arrive assez vite au Monte Cesane, première difficulté du jour. De manière assez surprenante, les duettistes de la Garmin sont lâchés dans cette montée. Ils ne sont plus que 18 à l'avant. À 100 km de l'arrivée, l'avance de ce groupe est de 6 minutes 50. Autant vous dire que vu les difficultés qui s'annoncent, eh bien ça ne va pas suffire. On attaque le Monte Nerone et dans cette difficulté, 4 coureurs lâchent dans l'échappée. Les points pour le classement de la montagne sont pris par De Bonis devant Scarponi. Le peloton continue d'accélérer, il va reprendre 3 minutes seulement dans cette difficulté. Menchov est très bien protégé par son équipe, la Rabobank. Dans le Monte Catria, Cunego, Popovic et Bosisio décrochent leurs compagnons d'échappée. Et derrière, le peloton a temporisé. L'objectif est de revenir sur les hommes de tête en fin de journée. On est peut-être allé un peu trop vite à un moment dans cette étape. Et un 34 km 600 de l'arrivée, l'écart est de 3 minutes 15, mais vraiment le peloton, notamment la LPR Breaks, tout est sous contrôle pour l'équipe de Di Luca. Popovic décide de partir dans la descente en solo et derrière, tout le monde est repris. L'Ukrainien ne va pas résister très longtemps et on attaque le Monte Petrano. Cette étape longue, combinée également à la chaleur, 35 degrés à l'ombre, va faire une première victime. Levi Leipheimer, américain d'Astana, qui n'a pas les bonnes jambes. Et le matin, il a annoncé en interview qu'il fallait créer du mouvement, mais ses jambes en ont décidé autrement, et malgré les efforts d'Armstrong et de Brajkovic, ils ne reviendront jamais. Oui, pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là du cyclisme, Di Luca, même Menchov, je crois que, au niveau dopage, je crois qu'il n'a jamais été chopé, Menchov, mais on a toujours eu des doutes sur Denis Menchov, Armstrong, Brajkovic. Bon voilà, c'est encore la belle époque du cyclisme. Même si on est après l'affaire Gerolsteiner, voilà, il y avait encore du bon monde dans les pelotons professionnels et c'était même, je crois, la première fois qu'Armstrong participait au Giro en 2009. La deuxième victime de cette étape, ce jour-là, Leipheimer, il perd 3 minutes. La deuxième victime de cette étape, c'est le leader du classement des jeunes du maillot blanc, Thomas Löfqvist, le Suédois, craque complètement et il va perdre 24 minutes au général. Et c'est désormais Kevin Seldryers qui est le maillot blanc. Devant, Di Luca tente à plusieurs reprises de sortir, mais Menchov veille au grain et revient sur lui à chaque fois. Les deux leaders au classement général s'observent énormément.
Basso en profite et décide d'attaquer, mais c'est Sastre qui va obtenir un bon de sortie. L'Espagnol qui a rejoint Cervélo quasiment à 3 minutes au général, donc il n'est pas extrêmement dangereux, mais ça reste quand même le vainqueur du dernier Tour de France en 2008. Et il va faire une belle montée et s'imposer sur cette étape. Et on se souvient le Tour 2008, dernier contre la montre, Saint-Amand-Moron, il arrive à garder suffisamment d'avance sur Cadel Evans et il piège en même temps les deux frères Schleck du côté de CSC à l'époque. Denis Menchov prend la deuxième place devant Di Luca et le Russe fait une belle opération car il prend 4 secondes de bonification et 1 seconde en plus également en décrochant Di Luca sur la ligne. Le coureur de la Rabobank a désormais 39 secondes d'avance sur l'Italien. Sastre est troisième avec 2 minutes 19 de retard. Pour ceux qui veulent avoir des informations, Danilo Di Luca se fera disqualifier comme Pelizzotti et Valjavec également de ce Tour d'Italie. Donc ce qui fait que techniquement le deuxième de ce Tour d'Italie, ça sera Franco Pelizzotti derrière Denis Menchov et Ivan Basso sera troisième de ce Tour d'Italie. Leipheimer quatrième, Garzelli 5, Roger 6, Bruseguin 7, Arroyo 8, Serpa 9 et Seldryers 10e. Seldryers pour nos amis belges, du souvenir, il fera pas grand chose chez les professionnels après ça. C'est-à-dire que il n'a pas fait de grands résultats après ce Tour d'Italie. Il a fait 8e du Tour de Catalogne en 2011 et 3e du Tour d'Autriche en 2013. Voilà. Il a arrêté sa carrière en 2015. Il a notamment été présent chez Anti-Groupe Gobert en 2014 et puis il a fini sa carrière chez Torku, l'équipe turque qui était à ce moment-là dirigée par Lionel Marie. Du côté des coureurs connus en Italie dans du cycliste du jour, eh bien, pas trouvé de coureur intéressant pour le cycliste du jour. Donc on regarde tout de suite la météo et le temps va se couvrir au fur et à mesure de la journée avec des orages prévus sur la deuxième partie de course. Il devrait vraiment y avoir des grosses ondées du côté de Fonsombronne. Entre 18 et 20 degrés au niveau des températures. Le vent sera de côté entre 10 et 20 km/h. Mais au début, il sera d'ouest, puis ensuite il sera d'est. Mais il sera toujours de côté. C'est-à-dire qu'au départ, il sera côté gauche et ensuite il sera côté droit. Je ne sais pas comment, par quel miracle météorologique, on arrive à avoir cette inversion de vent. Mais sur la chaîne météo, c'est comme ça. J'ai contrôlé. Il faut savoir, je contrôle toujours au moins 5-6 villes sur le parcours et vraiment en milieu d'étape, le vent change de direction de manière assez importante et de manière assez subite, voilà, vraiment de manière assez surprenante. Je rappelle qu'on est sur une fin en circuit, donc forcément à certains moments le vent sera de face, à d'autres moments le vent sera de côté. Du côté de la stratégie, on va avoir une échappée en début de journée, mais j'ai peur que cette échappée soit reprise en fait assez tôt dans l'étape, avant les dernières difficultés du jour, et que ça soit très animé au moment de cette journée, qu'on ait peut-être beaucoup de coureurs qui tentent de partir en échappée, qui tentent d'attaquer, et pas mal d'équipes qui tentent de contrôler. Je pense que c'est une étape où on risque de rouler vite, et le Cappuccini devrait faire des écarts, et notamment sa descente. Il faudra faire vraiment attention avec la pluie dans la descente du Cappuccini qui est très technique. Du côté de mes favoris, j'ai mis Roglic. Parce que Evenepoel est tombé. Mais oui, j'ai décidé de mettre Roglic. Il faudra faire quand même attention dans la descente pour Roglic. Mais il peut vraiment être un coureur intéressant. J'ai mis Remco Evenepoel. Là aussi, c'est vraiment une étape qui peut convenir aux deux. On connaît leur qualité de puncher. Forcément, ils vont avoir un avantage sur ce type de parcours. J'ai décidé de mettre également Santiago Buitrago, le petit Colombien de la Bahreïn, qui a quand même fait 3e du dernier Liège-Bastogne-Liège. Donc là, ça peut également lui convenir. Et puis sur des pentes comme ça, très importantes, c'est pas forcément le coureur qui sera le plus surveillé, je pense, au niveau du général. Donc ça peut être intéressant. Et puis en grosse cote, je tente Ben Eli, le coureur de EF qui a été également important, intéressant, et sur les dernières Ardennaises, ça peut peut-être le faire pour Ben Eli. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 11h30 pour les rois de la pédale, midi pour le départ du direct. L'arrivée est prévue entre 16h54 et 17h29, c'est un petit peu les mêmes horaires tous les jours.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!